Salut les petits monstres. On commence tout de suite. Abonnez-vous pour nous soutenir, c'est très important. Merci. Imaginez-vous dans un couloir sombre, où l'air est lourd, saturé de désespoir. Les murs écaillés et tachés semblent murmurer des noms oubliés. Chaque pas que vous faites résonne dans le silence pesant. Mais attention, vous n'êtes pas seul. Quelque chose vous suit, invisible, tapi dans l'ombre. Bienvenue à l'asile Trans-Allegheny lunatique, un lieu bien réel en Virginie occidentale, où des milliers d'âmes ont été enfermées, et où certaines n'ont jamais vraiment quitté les lieux. Ce n'est pas une simple légende, ce sont des faits, gravés dans des archives poussiéreuses et des témoignages qui glacent le sang. Ce soir, nous allons ensemble ouvrir les portes de cet asile maudit. Osez-vous entrer? Ou vous abonner? Construit en 1864 à Weston, en Virginie occidentale, l'asile Trans-Allegheny lunatique, conçu par l'architecte Thomas Kirkbride, était censé être un refuge pour les aliénés. Avec ses 4 kilomètres de couloirs et ses tours imposantes, il promettait des soins humains et un environnement de guérison. Mais la réalité, comme souvent, était bien plus sombre. Les archives historiques nous montrent que, dès les années 1880, l'asile, qui était prévu pour 250 patients, en accueillait déjà plus de 700. Au pic de sa surpopulation dans les années 1950, ils étaient 2400, entassés dans des conditions absolument inhumaines. Les registres, précieusement conservés par les archives de l'État de Virginie occidentale, décrivent des patients enfermés pour des raisons aussi vagues et subjectives que la mélancolie, l'hystérie ou même la désobéissance. Et les traitements, c'est là que l'horreur commence. Lobotomie, électrochoc, bains glacés, des rapports médicaux de l'époque mentionnent des patients hurlant pendant des heures, leurs cris se répercutant à l'infini dans les longs couloirs. Mais ce qui glace véritablement le sang, ce sont les témoignages du personnel. Des infirmiers et des gardiens de l'époque décrivaient déjà des ombres mouvantes dans des pièces vides, des rires d'enfants dans des ailes où aucun enfant n'était admis, et cette sensation constante et oppressante d'être observé. Ce n'était pas seulement un lieu de souffrance. Les archives révèlent aussi un nombre effrayant de morts inexpliquées. Des patients retrouvés sans vie sans cause apparente, des suicides dans des chambres pourtant verrouillées de l'intérieur. On aurait dit que l'asile lui-même absorbait la douleur, la stockant dans ses murs comme une batterie macabre. Et quand il a finalement fermé ses portes en 1994, il n'a pas emporté ses secrets avec lui. Au contraire, il les a laissés derrière, attendant que quelqu'un vienne les écouter. Depuis sa fermeture, l'asile est devenu un véritable aimant pour les enquêteurs du paranormal du monde entier. Les témoignages, recueillis par des équipes célèbres, comme celle de Ghost Adventures ou de la West Virginia Paranormal Society, sont pour le moins troublants. En 2008, un guide touristique a rapporté avoir vu distinctement une fillette en robe blanche dans l'aile des enfants. Une zone où aucun visiteur n'était pourtant autorisé à ce moment-là. Les enregistrements de PVE, ces fameux phénomènes de voix électroniques, captent régulièrement des phrases comme « Aidez-moi » ou « Ne partez pas », prononcées par des voix qui ne correspondent à aucune personne présente sur les lieux. Un incident, particulièrement glaçant et documenté en 2012, mérite d'être raconté. Lors d'une visite nocturne, un groupe de visiteurs a entendu des coups violents provenant d'une salle de lobotomie, une pièce qui était scellée. Après avoir lutté pour ouvrir la porte, ils ont découvert une pièce vide, mais une chaise, qui était pourtant solidement fixée au sol, avait été violemment renversée. Les gardiens actuels de l'asile, qui est aujourd'hui un site touristique et historique, confirment que ces événements sont loin d'être rares. Les visiteurs décrivent des sensations d'oppression, des changements brusques de température, des odeurs soudaines de désinfectants ou même de sang, et des empreintes de mains qui apparaissent sur des miroirs couverts de poussière. Ce qui rend ces récits si terrifiants, c'est leur constance. Des centaines de témoignages recueillis sur plusieurs décennies par des personnes différentes qui ne se connaissent pas décrivent exactement les mêmes phénomènes. Des pas dans des ailes vides, des pleurs qui semblent venir de l'intérieur des murs, et une présence palpable qui semble attendre observer. Un nom revient sans cesse dans les enregistrements et les témoignages. Celui de Lily, une petite fille qui serait morte dans l'asile dans les années 1920.
Son histoire est floue, mais son esprit, lui, semble bien présent. Les archives de l'asile, dont certaines parties ont été déclassifiées, révèlent des horreurs qui dépassent l'imagination. Dans les années 1940, les lobotomies étaient pratiquées avec des pics à glace, souvent sans la moindre anesthésie. Les rapports décrivent des patients calmés, qui ne parlaient plus jamais, leurs yeux vides fixant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Un médecin, dans son journal personnel datant de 1953, a noté cette phrase troublante. « Certains patients semblent entendre des voix après l'opération, comme si nous avions ouvert une porte que nous ne pouvons plus refermer. Mais il y a plus. Des rumeurs persistantes, corroborées par des témoignages oraux d'anciens employés, parlent d'expérimentations secrètes menées dans les sous-sols. Des patients, jugés incurables, auraient été soumis à des traitements non documentés, certains liés à des recherches pseudo-scientifiques sur la nature de l'esprit humain. Ces sous-sols, encore aujourd'hui inaccessibles au public, sont décrits par les guides comme étant froids, même en plein été, avec des odeurs inexplicables et des bruits de grattement qui semblent provenir de l'intérieur même des murs de pierre. Ce qui rend cet asile si terrifiant, c'est cette idée que quelque chose est resté, piégé dans ces murs, une entité nourrie par des décennies de douleur et de désespoir. Les enquêteurs paranormaux affirment que l'énergie qui règne ici est différente de tout autre lieu hanté, comme si l'asile lui-même était vivant, conscient et refusait d'oublier. L'asile Trans-Allegheny Lunatic n'est pas qu'un simple bâtiment abandonné. C'est un tombeau pour des milliers d'âmes brisées, un lieu où la souffrance s'est littéralement incrustée dans la pierre. Les témoignages, les archives, les enregistrements, tout pointe vers une vérité glaçante. Quelque chose vit encore ici et il ne veut pas être oublié. Avez-vous déjà visité un lieu qui vous semblait conscient? Partagez vos propres histoires dans les commentaires, j'adorerais les lire. Et dites-moi, oseriez-vous passer une nuit dans ces couloirs, en écoutant les histoires du grimoire noir? Pas sûr, non. Abonnez-vous pour plonger avec moi dans d'autres mystères qui défient la raison. Et si jamais, la nuit, vous entendez un murmure, surtout ne vous retournez pas, courez. Au revoir, c'était le grimoire noir. Abonnez-vous. Imaginez une maison. Pas un manoir gothique ou un château en ruine, non. Une maison banale à Gary, dans l'Indiana. Le genre de maison où l'on sent l'odeur du béton frais et des rêves qui n'ont pas tout à fait pris. C'est ici, en novembre 2011, que Latoya Ammon s'emménage avec sa mère, Rosa, et ses 3 fils de 7, 9 et 12 ans. Des enfants comme les autres, qui chassent les ombres pour s'amuser. Mais dans cette maison, les ombres vont les rattraper en premier. Et elles semblent avoir faim. Au début, ce n'est qu'une sensation, un murmure dans le silence. Rosa, la grand-mère, est la première à le sentir. Une pression étrange sur sa poitrine, comme si l'air de la maison s'était épaissi, collant à la peau. Une sueur froide qui ne sèche jamais. Puis les garçons commencent à dessiner des formes bizarres sur les murs. Des cercles, des yeux sans pupilles. C'est juste l'humidité, se rassure Latoya, en frottant les traces avec un chiffon. Mais l'humidité ne rit pas. Pas comme ça. Un soir, la situation bascule. Le plus jeune de ses fils se réveille en hurlant. Il dit que l'homme noir lui a volé sa voix. Quand il parvient enfin à parler, ce n'est plus la sienne. Un grondement rauque, bien trop grave pour un corps d'enfant, articule des mots glaçants. « Tu n'es pas à la maison ». Inquiète, Latoya fait ce que n'importe quelle mère ferait. Elle contacte les services sociaux. Elle ne pense pas au surnaturel. Qui pourrait y croire? Elle cherche une explication logique. Le stress du déménagement, peut-être une allergie à une moisissure invisible. Valérie Washington, une travailleuse sociale, se rend sur place un après-midi pluvieux de mars 2012. Elle trouve les garçons étrangement calmes, assis en cercle sur le sol, les yeux fixés sur un point invisible. Et puis, l'impensable se produit. Sans un mot, le plus jeune, âgé de 7 ans, se met à grimper au mur. Pas un saut, non, il marche. Ses mains et ses pieds semblent collés à la surface, et il avance, à l'envers, vers le plafond. Valérie hurle, recule, trébuche,
L'enfant la regarde depuis le plafond, les yeux exorbités, un sourire fendant son visage. « C'est moi qui commande ici maintenant, » dit-il. Elle s'enfuit, le cœur battant à tout rompre. Son rapport, long de 800 pages, témoignera de l'horreur de cette scène. Elle écrira que les mots semblaient trembler sur le papier. Les murmures se transforment alors en ordre. La maison devient un terrain de jeu macabre. Les fils de Latoya ne jouent plus. Ils se cognent la tête contre les murs jusqu'à en saigner. Les taches de sang qu'ils laissent sur le plâtre semblent, le lendemain, former des mots. Un seul mot, encore et encore, revient. Un soir, son fils de 9 ans est violemment projeté contre une porte par une force invisible. Il s'effondre, le cou tordu. Alors que les ambulanciers l'emportent, ses lèvres bougent silencieusement. Latoya lit sur ses lèvres. « Maman, ils disent que tu es à eux. » Le doute s'installe alors dans l'esprit de Latoya. Et si c'était elle, la source du problème? Si elle était folle? Si ces murs qu'elle nettoie chaque nuit ne faisaient qu'absorber ses propres peurs pour les lui renvoyer sous la forme de ses enfants possédés? La police finit par intervenir. 2 officiers, Charles Austin et son partenaire, arrivent, profondément sceptiques. Mais leur scepticisme s'envole lorsqu'ils voient l'un des garçons léviter au-dessus de son lit, les yeux révulsés. L'officier Austin dégainera même son arme, non pas contre l'enfant, mais contre l'air vide qui semblait le soulever. C'était comme si la gravité avait oublié de le rappeler, écrira-t-il plus tard dans son rapport, la main encore tremblante. Rosa, la grand-mère, tente un rituel désespéré. Elle verse de l'eau bénite en cercle autour des lits, mais l'eau se met à bouillir au contact du sol, grésillant comme de l'acide. D'un seul mouvement, les 3 garçons se redressent dans leur lit. Leurs voix s'unissent en un chœur guttural qui glace le sang. « Tu crois que ton Dieu nous effraie ?» C'en est trop pour Latoya. Elle craque et contacte le père Michael Maginot, un prêtre de la région. Il arrive un soir d'avril 2012, un crucifix à la main. Mais il n'a rien d'un héros de film. On peut lire la peur dans ses yeux. Lui aussi, il sent le poids de cette maison. Un froid qui suinte des fissures, qui s'enroule autour des chevilles comme des racines malveillantes. Le premier exorcisme a lieu dans une église vide. Ce n'est pas un enfant qui est exorcisé, mais Latoya elle-même. Elle convulse sur le sol en marbre. Ses ongles griffent le vide, traçant dans l'air des symboles qui semblent fumer au contact de la pierre. Les officiers de police appelés en renfort assistent à une scène terrifiante. Son corps se cambre à un angle physiquement impossible. Sa bouche s'ouvre sur un cri qui n'est pas le sien. Un hurlement ancien, comme le vent traversant une gorge de pierre. 2 autres exorcismes suivront. Latoya a fui la maison de Gary, pensant que la distance étoufferait les voix. Mais elles l'ont suivi. Elles sont dans les tuyaux, dans les reflets des flaques d'eau. Pour le dernier rituel, le père Maginot asperge d'eau bénite une chambre d'hôtel qui empeste le renfermé et le désespoir. Au même instant, à des kilomètres de là, les fils de Latoya hurlent en chœur. Leurs lits se mettent à trembler, se soulèvent du sol, comme si la terre maudite de Gary refusait de les laisser partir. Et puis, un jour, le silence est revenu. Pas un silence de paix, non. Un silence qui guette, qui attend le prochain souffle pour le corrompre. Les garçons ont guéri. Latoya a pu enfin respirer à nouveau. Mais la maison de Gary, elle, est toujours là. Vide. Ses murs, dit-on, murmurent encore pour ceux qui osent tendre l'oreille. Alors, qu'est-il vraiment arrivé dans cette maison? Une véritable possession démoniaque, documentée par la police, les services sociaux et un prêtre? Une folie collective, née du stress, du deuil et peut-être même de la moisissure? Ou y a-t-il quelque chose de plus ancien, accroché au mur de cette maison, qui attend simplement la prochaine famille pour tester ses chaînes? Les 800 pages de rapports officiels sont là, témoins silencieux d'une histoire qui défie l'entendement. Et vous? Dans le silence de votre propre maison, n'entendez-vous pas parfois un murmure? Si cette histoire vous a troublé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'étrange. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà ressenti une présence, un poids qui n'était pas le vôtre? La prochaine fois, nous nous intéresserons à une maison qui avale les cris. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.